Le Hungaroring a pris l'habitude de proposer des courses avec 70 tours dynamiques et cette édition n'a pas fait exception. C'était une course qui nous a proposé déjà pour commencer une séance de qualification les plus étranges de la saison, avec Leclerc qui a décroché la pole position pour Ferrari devant les McLaren, au terme de ce qui s'avère être la qualif la plus serrée de l'histoire entre le top 10, avec 13 centièmes qui séparent Leclerc jusqu'à Lance Stroll en 6ème place. Je viens vraiment de dire cette phrase. Beaucoup de changements entre la Q2 et la Q3, notamment une température de piste qui a baissé drastiquement entre le début de la qualif et la fin de la qualif, un changement de direction de vent également, qui est passé d'est à ouest, donc un changement très radical, et c'est Charles Leclerc qui en a tiré le meilleur. Pour commencer, c'est très intéressant, on l'a entendu dire en fin de Q2 qu'il voulait sortir le plus tôt possible. Le plus important pour lui était d'avoir le moins de trafic possible, et je trouve que il est grand temps qu'on commence en Formule 1 à voir les choses un peu comme ça, parce que c'est très souvent qu'on a des pilotes qui finissent par sortir les meilleurs temps en qualification, justement parce que non pas ils partent au meilleur moment pour profiter de la meilleure température de piste et du meilleur grip en piste, mais ils partent pour avoir de l'air propre, pour être tranquille devant, et c'est ce qui a payé pour Leclerc. Mais aussi, faut compter sur sa grande adaptabilité avec lorsqu'il est question de réduire la longueur de ses virages. Charles Leclerc, c'est toujours un des meilleurs, et surtout important, non pas qu'une question de trajectoire, mais surtout cette approche avec une vitesse plus lente dans les virages. Donc au moment où on atteint la vitesse la plus lente en virage, Leclerc est un de ces pilotes avec des Verstappen qui a la vitesse la plus lente au point de corde, mais avec justement des trajectoires donc plus resserrées et donc un meilleur contrôle de sa voiture, puisqu'il a une vitesse plus lente quand on le compare à des pilotes comme Russell, comme Norris. Et justement, c'est cette approche qui lui permet d'avoir une meilleure traction, mais aussi de le laisser moins vulnérable au changement de direction de vent, virage, et c'est très certainement, je pense, qui a contribué à lui apporter un tour plus propre que ses concurrents. Et d'ailleurs, petite info statistique, puisque si on prend les meilleurs temps de la qualification, les meilleurs temps ont été enregistrés en Q2, le meilleur revenant à Norris devant Piastri, Stroll, George Russell, Fernando Alonso, et Leclerc serait seulement 6ème. Maximus, quant à lui, est toujours bien perdu en 8ème place derrière une Racing Bulls. Et un petit point stratégique avant de s'intéresser à la course, la stratégie gagnante était la stratégie à un seul arrêt de Lando Norris, on va y revenir, une stratégie qui a été imitée dans le peloton par Bortoleto, Stroll, Lawson et aussi Alonso, même si je pense que pour eux ça a pas changé grand chose, si ce n'est que pour Lawson ça lui a permis de repasser devant Verstappen en fin de course. Également Antonelli qui a pu passer devant Hadjar en s'arrêtant plus tôt et mener une belle course défensive. Et pour le reste dans le peloton, ça a pas bien marché pour tout le monde. Il faut savoir que Pirelli a quand même continué à défendre après la course la stratégie à 2 arrêts, défendant que c'était le meilleur compromis pour avoir le meilleur temps de course, mettant en avant donc les prestations de certains pilotes qui ont réussi à en tirer le maximum. Donc pour commencer avec Lando Norris partant 3ème, a pris un très bon envol, une fois n'est pas coutume, mais bon quand même on reste un peu dans la tradition, il a pris un bon envol, mais quand même il était pas du très bon côté, et c'est Piastri qui a très bien réagi en le forçant à freiner plus tôt, ce qui a permis à Russell et Alonso de le dépasser par l'extérieur. Il a très vite repassé Alonso, mais il est resté coincé derrière Russell qui comme toujours est très intelligent dans les zones où il doit attaquer pour pouvoir défendre correctement, et c'était dans le dernier secteur où Norris avait beaucoup de mal pour rattraper Russell, et c'est là où c'est le plus important pour pouvoir effectuer un dépassement. Et donc c'est là où on a finalement commencé à penser à se rabattre sur une stratégie à un arrêt. Je sais que le narratif populaire veut que l'on défende le Lando bashing, mais force est d'admettre qu'il a parfaitement géré son premier relais pour le prolonger aussi longtemps que possible, et il a tenu 40 tours en pneus durs, ce qui est quand même assez notable, et qui a été applaudi par l'équipe de Pirelli après la course.
Et franchement, à part une petite erreur en début de relais pour essayer de diminuer l'écart, je pense qu'il n'était pas encore certain que devant ils allaient s'arrêter une nouvelle fois. À part cette petite erreur en début de second relais, Norris a fait une course parfaite pour le reste, avec un rythme propre et régulier, avec une défense intelligente en fin de course également. On aurait pu s'attendre à le voir un petit peu craquer, pas du tout. Il a réussi à rester intelligent, ne pas fermer la porte au virage 1, c'était l'erreur à ne pas faire, parce que s'il cherchait un petit peu trop à refermer la trajectoire au virage 1 pour empêcher Piastri de plonger à l'intérieur, il risquait de se faire dépasser dans la zone de DRS suivante, puisque Piastri aurait tenté de se dédoubler, reprofiter du DRS, et ensuite dans les virages 2 et 3 aurait bénéficié d'une bien meilleure vitesse pour le dépasser. Et non, il a laissé Oscar Piastri commettre l'erreur. On est même passé tout près d'un accrochage. Le scénario aurait été intéressant, je tiens à le dire, parce que s'il y a un double KO McLaren cette année, je pense que personne ne s'attend à ce que ce soit Piastri qui en soit la cause. Et pour Piastri, encore une fois, il avait tout bien fait, meilleur que son équipier en qualification, meilleur au départ, très intelligent d'avoir réussi à bien bloquer Norris et à laisser la Mercedes et l'Aston Martin s'intercaler entre eux. Malgré tout, il termine derrière lui. Après la course, comme je le disais, Pirelli a défendu cette stratégie à 2 arrêts. McLaren, c'est très intéressant aussi à le souligner, n'impose pas les mêmes stratégies à ses pilotes. On n'est pas de retour dans cette ère pénible de Mercedes à l'époque Hamilton-Rosberg où peu importe qui était devant et qui était derrière, on leur donnait strictement la même stratégie. Là, non. Au contraire, on a vraiment 2 équipes stratégiques qui s'opposent et qui s'affrontent. Et donc, on n'a pas contraint Norris à rester sur du 2 arrêts. On a encouragé justement cette stratégie, un arrêt pour passer Russell et peut-être même mettre la pression sur Leclerc et accessoirement sur Piastri. J'ajouterais quand même que du côté de Piastri, il n'a pas été aidé par le fait que l'équipe ne semblait pas confiante, enfin c'est mon ressenti, dans leur capacité à battre Leclerc à la régulière, puisqu'ils ont forcé un arrêt au stand plus tôt pour essayer de provoquer une erreur, essayer de faire un undercut, donc de profiter d'un meilleur tour de sortie et de le dépasser. Bon, je suis assez surpris parce que il y avait clairement moyen de prolonger ce premier relais, et c'est finalement pour moi ce qui a ouvert la porte à la stratégie décalée de Norris. Bref, passons chez Mercedes, parce qu'après une série d'échecs consécutifs, depuis l'introduction de leur nouvelle suspension à Imola, ils ont enfin apporté la correction qui s'imposait. Alors sans entrer dans les détails techniques, disons simplement qu'ils ont pris cette fameuse suspension et ils l'ont envoyée au recyclage. Aujourd'hui, elle sert de papier toilette dans le motorhome Mercedes. Résultat, Russell monte sur le podium et Antonelli inscrit son premier point depuis le Canada, et c'est sa 2e entrée dans les points seulement depuis cette évolution qui avait tant perturbé le jeune débutant. Et si le résultat, donc cette 10e place, n'a pas de quoi faire bouger les burnes d'un eunuque, et ça remontait donc sur une stratégie à un seul arrêt. Encore une fois, elle était très ambitieuse et il est revenu au prix d'un vrai combat en fin de course. Antonelli a donc résisté à Hamilton et Hadjar, qui étaient donc chaussés de pneus plus frais, et voilà, donc c'est qu'un petit point, mais je pense, et ça s'est ressenti, c'était un vrai soulagement pour le petit Kiki à l'approche de la trêve estivale. Donc j'espère que ça va lui redonner un peu de confiance, parce qu'il faut rappeler qu'en début de saison on a vu de très belles choses de sa part. Et Russell, de son côté, il a encore maximisé le potentiel de la W16 de Mercedes, mais après la course il reste lucide, rappelant qu'il faut pas s'attendre à les revoir sur le podium aussi souvent, puisque la concurrence a été très en difficulté ce week-end. Charles Leclerc prouve une nouvelle fois qu'il est incapable de convertir des pole positions et qu'il ferait mieux de laisser sa place à des vrais talents, et que la prochaine fois, il ferait mieux de pas surqualifier sa Ferrari. Bon, maintenant que j'ai fait plaisir aux 3 débiles du fond qui nourrissent ce narratif absurde, du pilote aux 8 victoires sur 27 pole positions, à savoir le 11e meilleur poleman de l'histoire entre Fangio et Hakkinen, rien que ça. On va rentrer dans les détails d'une course sous grosse tension chez Fefe.
Alors, Ferrari, je pense, a bien réagi à la menace d'undercut de Piastri. Mais la course, elle s'est perdue quand Norris, du coup, s'est retrouvé en air libre avec une stratégie décalée à un seul arrêt. Je pense que dès lors, tout espoir de victoire, tous ces espoirs sont partis en fumée. Et les raisons restent obscures. Alors certains ont d'abord cru que Leclerc voulait tenter un arrêt et que ça expliquait pourquoi il était pas content. D'autres ont soupçonné un mauvais réglage d'aileron avant qui aurait été modifié lors d'un arrêt au stand. Et puis sont revenues les bonnes vieilles théories du début de saison, à savoir l'usure de la planche qui oblige à modifier les pressions des pneus, un souci de déploiement d'énergie, des théories qui ont été appuyées en plus par Russell après course disant qu'il voyait que la Ferrari plongeait vraiment en bout de ligne droite. Et finalement, on est reparti sur des théories de dommage du châssis. Et en toute fin de compte, Frédéric Vasseur a admis il sert pas. Ils ont rien compris. Parce que la perte de rythme était trop brutale pour coller à ces hypothèses. Donc, naturellement, à Maranello, ils vont étudier le sujet et le glisser sous le tapis. Et petite théorie personnelle de la rédaction de Formule Blabla Corp. Vous la gardez pour vous, vous n'allez pas la répéter partout sur Internet. Mais il semblerait que lors de son deuxième arrêt, Charles Leclerc a été remplacé par un certain Lewisius Hamiltonus, ce qui expliquerait une perte de rythme catastrophique. Enfin bon, ah non. Autant pour moi. On m'informe que Lewis Hamilton était déjà en piste dans l'autre Ferrari. Je ne l'avais pas vu. À Spa, Aston Martin était la voiture la plus lente à cause d'un souci logistique. Oui, logistique, qui les avait vus rouler avec le fond plat du début de saison. Donc ils ont porté plainte contre Chronopost, ils s'étaient trompés de package, et là ils ont le bon fond plat et ils ont retrouvé leur très bonne dynamique du deuxième tiers de saison. On rappelle que depuis Imola justement ils ont ce nouveau fond plat qui les a vachement sortis du fond de grille, et le fait est que Aston souffre toujours d'un excès de traînée aérodynamique. Il est donc pas surprenant qu'ils arrivent à mieux exploiter leur voiture sur ces circuits qui nécessitent beaucoup d'appui. Et comme ça devrait être le cas, je pense, à Zandvoort, même si il faut admettre qu'un si haut niveau de performance reste surprenant. Après avoir manqué les essais libres 1 à cause de douleurs musculaires à son énorme mâchoire bien virile, Fernando Alonso a pris un bon départ et il s'est brièvement retrouvé devant Glando. Mais bon, il était clair qu'il allait pas pouvoir le contenir très longtemps, et une fois que tout le monde était passé, il a fait sa petite course dans son coin, il a laissé Bortoleto derrière, Bortoleto a reçu le mémo. Si jamais t'es derrière moi, tu restes derrière. On rappelle que c'est le manager, c'est le boss. Et une fois n'est pas coutume, Lance Stroll a été très proche d'Alonso tout au long du week-end, même s'il faut rappeler qu'il affiche un cinglant 14-0 en qualification, mais que mathématiquement il reste à égalité avec Alonso au championnat, après l'avoir dominé mathématiquement tout au long de la saison. Mais là c'est la première fois qu'Alonso passe devant, parce qu'il a cette 5e place, donc à égalité c'est le meilleur résultat qui fait la différence. Le fait est que, malgré tout cela, Stroll a pas été capable de battre la petite kick de Bortoleto, ce qui peut sembler un peu décevant. Et les deux kicks de Bortoleto et Hülkenberg ont pas resplendi de la même manière ce week-end. Tout avait mal commencé pour Nico Hülkenberg après avoir raté des essais libres 1, laissant son baquet à Paul Aron, le jeune pilote alpine qui... Attends, je vérifie. Ah oui, non, si... pilote alpine, qui roule dans la kick. Bref, et qui a été victime d'une panne. Bortoleto, quant à lui, était aussi totalement perdu dans la voiture et Sauber a décidé d'utiliser un de leurs 2 jokers. Faut rappeler que, je dis maintenant, mais ça fait des siècles. Il y a un couvre-feu qui fait que les équipes ne peuvent pas travailler la nuit, et il y a 2 fois dans l'année où ils ont le droit d'enfreindre ce couvre-feu. Donc là, ils ont utilisé un de ces jokers pour Bortoleto, et ils ont refait la voiture pendant toute la nuit, et le résultat, c'est meilleure qualif et meilleure course de sa jeune carrière. Borto a dépassé Stroll en début de course. Encore une fois, il a pas trop attaqué Alonso, mais je pense que
Il reste clair que Sauber n'avait pas nécessairement sa place dans ce groupe, mais il a profité des déboires de la Red Bull, des deux numéros 2 de Ferrari et Mercedes pour marquer des gros points et conforter la 6e place au championnat des constructeurs de Sauber. Et du côté de Hülkenberg, le scénario a été totalement différent, puisque sans possibilité de remettre la voiture à plat dans la nuit, il est resté en manque de confiance, notamment sur le train arrière qu'il jugeait instable. Ils ont tenté une stratégie agressive avec un arrêt très tôt, avec des pneus tendres, ça aurait pu payer. Il s'arrête au 5e tour, mais malheureusement, un mauvais positionnement sur la grille de départ lui a coûté une pénalité, ce qui a réduit à néant toute chance de remonter. Liam Lawson boucle cette première moitié de saison 2025 bien mieux qu'il ne l'a commencé. Comment, vous allez me dire? On va en battant Verstappen en qualification et en course. L'eussent-tu cru? Il a fallu qu'il passe dans l'écurie B pour que ça arrive. Voilà, allez, on rigole. Mais voilà, 8e place solide au Hungaroring. C'est son 3e top 10 en 4 courses, avec un abandon entre les deux. La qualif semblait pas très prometteuse, mais en Q3, il a sorti un bon dernier tour, même s'il disait qu'il aurait pu faire mieux, puisqu'il a battu Adjar, qui était plus rapide que lui tout au long du week-end jusque-là. En course, il a bien géré son usure pneumatique, puisque c'est le dernier un petit peu du top 10 à avoir fait marcher cette stratégie à un seul arrêt. Je dis n'importe quoi parce qu'il y a Antonelli, mais il a réussi à le faire parce que ça lui a permis justement de battre le train Antonelli, Hamilton, tout ça, et notamment Verstappen. J'admets, c'est peut-être moi qui m'intéresse sur des trucs sans importance, mais pendant la course, j'ai basculé un écran sur la caméra embarquée de Verstappen pour suivre la lutte, parce que je me suis dit, mais attends, comment ça se fait que Verstappen reste coincé aussi longtemps derrière Lawson? Parce que Lawson n'avait personne devant lui, il n'y avait pas de train de DRS, donc vraiment c'est à la régulière. Il a pas cédé à la pression, il a peut-être pas cédé non plus à des appels du muret des stands, même si là il y a clairement pas d'enjeu particulier pour Verstappen pour motiver des appels en très très haute instance. Le fait est que ça lui a permis de rattraper son immense retard mathématique sur Isaac Adjar au championnat, et je l'espère avoir relancé sa saison et éventuellement sauvé sa carrière sur le court terme, parce que faut rappeler que que Lawson est capable de très belles choses, mais que cette saison il nous l'a fait oublier, et je pense qu'on peut l'excuser pour beaucoup de raisons. Adjar, très peu à dire. Q3 mal exécuté comme on l'a vu, et il a été puni en conséquence par Oli Berman, qui lui a jeté des cailloux dans la tronche quand il est sorti de la piste. Plus de peur que de mal, mais ça doit pas être agréable du tout de ramasser des cailloux à cette vitesse. Un peu comme Romain Grosjean au NURB en 2020, je crois, ou 2020. 2020. Forcément 2020, ça peut pas être 21, parce qu'après c'est parti en feu. Il a réussi à repasser Berman lors de la phase des aérostands, mais malheureusement pour lui, Antonelli en avait fait de même en s'arrêtant plus tôt. Et on va parler de la deuxième équipe Red Bull avec leur RB20 qui n'avait aucun grip, pour citer les mots de leur quadruple champion du monde. Alors c'est des mots récurrents pour désigner la Red Bull de cette année, mais qui étrangement sonnent vrais dès qu'il n'est pas capable de réaliser un tour magique en Q3 pour surclasser la machine. Il a tout de même rappelé qu'il fallait compter avec lui, parce qu'il y a eu 2 sublimes dépassements en début de course à la chicane. On double pas là-bas, ou pratiquement jamais. Et coup sur coup, 2 très beaux dépassements. Un autre très musclé sur Hamilton. Yuki Tsunoda commence de plus en plus à se rapprocher de Verstappen. Mais le problème, c'est qu'il tient toujours pas en course. Perso, ça me donne davantage l'impression que c'est Verstappen qui recule, dans le sens où il y a des week-ends où il est possible de faire quelque chose avec la RB21, et dans ces week-ends-là, c'est là où Verstappen fait l'écart, et le reste du temps, non, et du coup, forcément, l'écart sur SR, c'est la façon dont je vois les choses, peut-être c'est totalement erroné, mais la tendance se répète, donc comme je le disais en course, il s'efface, un énième accrochage, cette fois avec Hülkenberg, des dégâts à l'aileron avant, et une invisibilité remarquable. Vous avez remarqué la figure de style là, invisibilité remarquable. Ouais, je suis formule blabla moi. Week-end à oublier pour Williams, aucun point en Hongrie, pendant que leurs rivaux directs, donc RB, Aston Martin et Sauber ont mis des gros points. Ce qui resserre l'écart au championnat constructeur, ce qui est très cool. Albon termine 15e.
aucun grip, à plus d'une demi-seconde de Sainz en Q1 en qualif, et coincé dans un train de DRS en course. Bon voilà, il est passé quoi. Sainz a réussi à passer en Q2, mais il n'y avait pas grand-chose de plus à faire. Et sa fin de course a été marquée par une excursion hors piste forcée par Pierre Gasly. Donc voilà. Malheureusement pour Williams, j'ai peur que les week-ends pays-bandais et italois soient aussi difficiles. Pour des week-ends difficiles, on va continuer avec Haas. Oli Berman continue de prendre l'ascendant sur Ocon, en qualification du moins. Je continue à noter le duel est à son avantage, ce qui n'est pas une sinécure, quand on sait que Ocon a toujours été très bon en qualification, et je crois qu'il a battu tous ses coéquipiers, sauf Ricciardo peut-être en 2020, en qualif. Le fait est que Ocon se refait en course. Il semblerait que, bon, de toute façon, sur ce type de circuit, on s'attend pas à ce que Haas performe, mais de manière générale, Berman a beaucoup moins de difficultés que Ocon à gérer l'instabilité du train arrière de la voiture. Pour parler un petit peu plus de sa course, donc très bonne qualif, il s'abonne à une 1 11e place cette année. Il passe à Jar au départ, donc ça le met dans de bonnes positions pour jouer les points. Malheureusement, à cause de problèmes techniques, il a dû économiser de l'essence, qui l'a contraint à surpiloter, commettre une erreur, donc partir dans le gravier, blesser Isaac Hadjar, endommager le fond plat et finalement abandonner. Et Ocon, comme je le disais, il a un petit peu de mal à trouver le juste équilibre entre un arrière instable et un train avant qui trouve un petit peu trop leste, où il manque de confiance. Mais d'un autre côté, c'est justement en réorientant un peu ses réglages qu'il va mieux gérer ses pneumatiques en course que Berman. Et j'ai l'impression que c'est ça qui incite Haas à le mettre sur des stratégies à 55 tours avec le même pneu. Alors, ça a marché une fois en Chine, d'accord, mais ça va pas marcher tous les dimanches, parce que là, ça doit en faire au moins Spa, Silverstone, enfin... Il tente des trucs totalement débiles avec les stratégies d'Ocon. Et je comprends que c'est un petit peu en réponse au fait qu'il se qualifie mal ces derniers temps. Mais entre jouer une 12e place et se foutre au fond pour peut-être espérer une 13e place, je sais pas si c'est très pertinent. Et on va rester sur le désespoir avec Alpine pour conclure, puisque cette année ils sont tellement désespérés que sur les réseaux sociaux ils ont rappelé l'existence du susnommé Ocon et de leur victoire commune en 2021. Un mot de sympathie dont ils se sont profondément bien passés lors de leur séparation l'an dernier. Enfin bon, dernier de la course, Pierre Gasly a fait une très très bonne course selon ses dires, rappelant peut-être les plus grandes heures de l'ère Alonso McLaren Honda. Mais bon, pour sa défense, il n'y a pas grand-chose à faire. Encore une fois, dans le désespoir, il a tenté des réglages radicaux qui n'ont pas payé et une course anonyme. On rappellera que voilà, il a pris quelques petits points sur sa licence et 10 secondes de pénalité pour avoir forcé Sainz hors de la piste. Et quant au colapintage, eh bien, de plus en plus d'aisance dans l'Alpine. Il bénéficie de plus en plus de roulage, donc c'est bien. Il se rapproche de Gasly. Seconde fois cette année qu'il le bat en qualif, même si il y a rien d'exceptionnel pour le moment. Dans tous les cas, rien ne va chez Alpine. Et rien ne va non plus pour Colapinto qui a raté son départ, qui a eu un arrêt au stand de 13 secondes de mémoire et qui a fait des erreurs un peu ici et là. Donc voilà, avant-dernier et dernier, c'est tout ce que vaut la A525 cette saison. Et les A525 minutes à peu près de ce formule blabla post-Grand Prix, c'est tout ce que je vous offre après des semaines de silence radio. En même temps, les courses s'enchaînent, désolé, mais j'ai pas de compte à rendre. Allez, on se retrouve bientôt pour plus de blablaterie formulanesque. Des bisous.